mes parents ont favorisé mon frère, tout en ignorant mon travail acharné. Ensuite, il a dilapidé leur argent dans des startups ratées, et il est resté chez eux, sans emploi. Maintenant, mes parents disent que c'est à mon tour de financer son prochain grand projet. Ainsi, mon père a passé toute mon enfance à me dire que j'allais rater ma vie. Pas à la manière d'un parent inquiet, qui se fait du souci pour vous. Non, c'était une certitude absolue, du genre prophétie gravée dans le marbre. Il me regardait faire mes devoirs, ou m'entraîner pour le sport, et il secouait simplement la tête, comme s'il regardait quelqu'un essayer d'enseigner les mathématiques à un poisson rouge. Pendant ce temps, mon jeune frère, Logan, pouvait littéralement péter, et mon père applaudissait son esprit d'entreprise. J'aimerais vraiment exagérer. Laissez-moi vous brosser un tableau de la situation, pour vous montrer à quel point le favoritisme était ridicule dans notre maison, pendant mon enfance. Je parle d'un niveau d'adoration pour l'enfant prodige, qui ferait passer le parent le plus partial pour quelqu'un de juste et équilibré. Absolument tout ce que je faisais était scruté, puis critiqué, tandis que Logan pouvait échouer de manière catastrophique, et quand même recevoir des éloges pour avoir fait de son mieux. J'avais 12 ans quand j'ai assemblé mon premier ordinateur, à partir de pièces que j'avais achetées grâce à mes économies, en tondant des pelouses tout l'été. Cela m'a pris 3 mois de travail, de recherche, de visionnage de tutoriels sur YouTube, la totale. Quand j'ai enfin réussi à le faire fonctionner, mon père est entré dans ma chambre, l'a regardé, et m'a dit que c'était une perte de temps, car je ne ferais jamais rien de bon avec des ordinateurs de toute façon. Cette même semaine, Logan a ramené un C- à un test d'orthographe, et on l'a emmené manger une glace, parce qu'il s'était vraiment appliqué cette fois-ci. Le gamin avait fait des fautes d'orthographe basiques, et il a eu droit à une glace. J'ai construit un ordinateur fonctionnel à partir de rien, et on m'a dit que je perdais mon temps. Ce schéma a continué tout au long de mon enfance, et de mon adolescence. Quand j'ai intégré l'équipe première de basket au lycée, mon père m'a dit que le sport était une distraction, et que je devais me concentrer sur des objectifs plus réalistes. Quand Logan a abandonné l'équipe réserve après 2 entraînements, parce que c'était trop dur, mon père l'a félicité de connaître ses limites, et de ne pas trop en faire. Quand j'ai obtenu une moyenne de 3,9 lors de mon avant-dernière année, tout en travaillant 20 heures par semaine dans un restaurant local, mon père a dit que les notes ne comptaient pas, parce que je n'avais de toute façon pas la personnalité pour réussir. Quand Logan a obtenu de justesse un 2,3, sans aucune expérience professionnelle, mon père a affirmé que les notes ne faisaient pas tout, et que Logan avait un charisme naturel qui le mènerait loin dans la vie. Le 2 poids, 2 mesures atteignait des sommets absurdes. J'ai économisé l'argent de mon travail au restaurant pour acheter une Honda Civic d'occasion, quand j'ai eu 17 ans. Je l'ai payé moi-même, j'ai géré l'assurance tout seul, et j'ai fait l'entretien de base moi-même. La réaction de mon père a été de me dire que j'allais probablement la ruiner en moins d'1 an, parce que je ne savais pas prendre soin de mes affaires. Logan a eu 17 ans, et mon père lui a acheté une voiture plus récente. Pas neuve, mais une Toyota d'occasion très solide, qui coûtait 3 fois le prix de ma Civic. Quand j'ai souligné cette injustice, mon père a répondu que Logan avait besoin d'un moyen de transport fiable pour sa future carrière. Apparemment, je n'avais pas besoin de transport fiable, bien que je travaille et aille à l'école. Les célébrations d'anniversaire étaient une autre vaste blague. Mes anniversaires étaient marqués par une carte, et peut-être une petite carte cadeau pour un magasin banal. Les anniversaires de Logan étaient de vrais événements, des dîners en famille dans de bons restaurants, de multiples cadeaux, toute une mise en scène. Une année, mon père a dépensé près de 600 € pour fêter l'anniversaire de Logan. Cette même année, j'ai reçu un billet de 50 €, une carte, et une poignée de main. Quand j'ai rejoint l'équipe de robotique de l'école, et que nous avons remporté un concours régional, mon père n'a même pas daigné se présenter à la cérémonie de remise des prix. Trop occupé par le travail, disait-il. Quand Logan a participé à un tournoi de débat et a perdu dès le premier tour, mon père a pris un jour de congé pour aller le voir. Puis, il a emmené Logan pour un dîner de consolation dans son restaurant de grillades préféré, parce qu'il était si fier de lui, pour s'être levé et avoir essayé. Le message était clair comme de l'eau de roche, à chaque interaction. Je pouvais accomplir n'importe quoi, cela n'aurait aucune importance. Logan pouvait tout rater, il resterait le favori. Il ne s'agissait pas de ce que nous faisions. Il s'agissait de ce que nous étions aux yeux de mon père. Et à ses yeux, Logan était voué à de grandes choses, tandis que j'étais condamné à être médiocre, au mieux. Ce charisme naturel, dont mon père parlait sans cesse, se résumait en fait à la capacité de Logan à se sortir des ennuis en baratinant.
Le gamin pouvait utiliser son charme pour échapper à une amende pour excès de vitesse, à un devoir raté, ou à peu près n'importe quelle responsabilité. Et mon père buvait ses paroles, comme si c'était une sorte de super pouvoir, au lieu de voir qu'il était simplement un bon menteur. Voici cependant ce qui m'a vraiment détruit. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai lancé une petite entreprise d'entretien de pelouse. J'ai acheté une tondeuse d'occasion avec mes économies, j'ai imprimé des prospectus à la bibliothèque, et j'ai fait du porte-à-porte dans notre quartier. En l'espace de 2 mois, j'avais 15 clients réguliers, et je gagnais très bien ma vie pour un adolescent. J'étais incroyablement fier. J'avais enfin accompli quelque chose que mon père ne pouvait pas critiquer, n'est-ce pas? Eh bien non. Mon père m'a fait asseoir un soir, et m'a dit que je devais fermer mon entreprise, puis céder ma liste de clients à Logan. Il ne m'a pas demandé si je voulais m'associer à lui, il n'a pas suggéré que nous travaillions ensemble, il m'a ordonné de lui donner toute mon entreprise. Son raisonnement? Logan avait la bonne personnalité pour diriger une affaire, et de toute façon, je ne faisais que le sale boulot. Il a ajouté que je devais me concentrer pour trouver un emploi normal quelque part, car l'entrepreneuriat n'était pas dans mon ADN. En revanche, Logan était un leader né, qui avait besoin d'une opportunité pour briller. J'avais 16 ans, j'avais bâti quelque chose à partir de rien, et mon propre père voulait que je le cède à mon frère de 14 ans, qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le travail de toute sa vie. Quand j'ai refusé, mon père m'a puni, en m'accusant d'être égoïste et de ne pas soutenir ma famille. Puni, pour ne pas avoir fait don de ma propre entreprise, que j'avais moi-même construite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon père ne faisait pas que du simple favoritisme. Il croyait sincèrement que Logan était meilleur que moi. Il ne s'agissait même plus de ce que nous faisions ou accomplissions. Dans son esprit, Logan était intrinsèquement supérieur, et destiné à la grandeur, tandis que j'étais fondamentalement inférieur, et voué à l'échec. Rien de ce que je pourrais faire ne changerait jamais cette perception. Ma mère ne valait guère mieux. Elle acceptait tout ce que mon père disait. S'il affirmait que le ciel était vert, elle hochait la tête, et demandait quelle nuance de vert. Elle ne m'a jamais défendu, n'a jamais remis en question ce favoritisme évident, et n'a même jamais reconnu que, peut-être, traiter ses enfants de manière totalement différente pouvait les détruire. Sa philosophie était, ton père sait ce qui est le mieux, même lorsque ce qu'il faisait était objectivement faux, et à la limite de la maltraitance. La période des candidatures pour l'université a été un autre cauchemar. J'avais travaillé d'arrache-pied, pour maintenir mes notes, tout en travaillant et en gérant mon entreprise. J'avais de bons résultats aux examens, des activités extrascolaires solides, et des lettres de recommandation de professeurs qui, eux, me respectaient vraiment. J'ai postulé à plusieurs universités d'État, et j'ai été accepté dans toutes, avec des bourses partielles. La réaction de mon père? Il m'a dit que je perdais mon temps avec l'université, parce que j'allais probablement échouer de toute façon. Et que même si j'y arrivais, je ne ferais jamais rien de grand, car je manquais d'ambition et de motivation. Cet homme a regardé mes bulletins de notes, mon expérience professionnelle, mon entreprise, et d'une manière ou d'une autre, il en a conclu que je manquais d'ambition. La gymnastique mentale requise pour arriver à une telle conclusion mériterait une médaille d'or olympique. Puis, Logan a commencé sa dernière année de lycée, et soudain, l'université est devenue la chose la plus importante au monde. Mon père s'est mis à discuter des écoles auxquelles Logan devrait postuler, et de la façon dont ils allaient s'organiser financièrement. Il répétait à quel point il était fier de Logan, pour vouloir poursuivre des études supérieures. Ce même Logan, qui n'avait jamais exprimé le moindre intérêt pour l'université auparavant, et qui obtenait à peine une moyenne de 2,5. Voici où ça devient encore plus savoureux. Mon père m'a annoncé que je devais contracter des prêts étudiants pour mes études, car il n'avait pas les moyens de m'aider. Très bien. L'argent est compté, je le comprends. Sauf que, 3 semaines plus tard, mon père nous a fait asseoir tous les deux, et a annoncé qu'il avait économisé de l'argent, dans un fonds d'études, spécialement pour Logan. Il avait littéralement mis de l'argent de côté pendant des années, spécifiquement pour les études de Logan, tout en me disant que nous n'avions pas les moyens de m'aider pour les miennes. Le montant? Près de 40 000 euros. 40 000 euros qu'il avait secrètement économisés pour l'enfant prodige, pendant que je cumulais les emplois, et que je contractais des prêts. Quand j'ai fait remarquer à quel point c'était tordu, mon père a répondu qu'il avait investi sur Logan, parce que ce dernier avait de meilleures chances de réussir, et d'apporter du succès au nom de famille. Quant à moi, j'étais une cause perdue, qui gaspillerait tout l'argent qu'on lui donnerait.
j'ai déménagé 2 semaines plus tard. J'ai pris mes prêts, mes bourses, les bénéfices de mon entreprise, et j'ai loué un minuscule appartement près du campus. Les derniers mots de mon père à mon départ ont été de dire que je serais de retour avant la fin du semestre, à supplier pour de l'aide, ce qui prouverait qu'il avait raison sur mon incapacité à m'en sortir seul. Je lui ai répondu que je préférais vivre dans ma voiture, plutôt que de lui demander quoi que ce soit un jour. Les années d'université ont été brutales, mais dans le bon sens du terme. Je travaillais 30 heures par semaine, je suivais un cursus complet, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à maintenir mes notes à un bon niveau. Je n'avais absolument aucune vie sociale. Pas de fêtes, pas de vacances de printemps, pas de bêtises de fraternité. C'était juste, boulot, cours, révision, dodo, et on recommence. Mon colocataire plaisantait souvent, en disant que j'étais comme un robot programmé pour la productivité. Ma journée type commençait à 5 heures du matin. J'étudiais jusqu'à 7 heures, j'allais à mon premier cours, j'assistais aux cours magistraux jusqu'à 13 heures, puis je me rendais à mon travail, dans un cabinet comptable local. Là, je faisais de la saisie de données et de la comptabilité de base, jusqu'à 21 heures. Ensuite, je rentrais à la maison, je mangeais un morceau sur le pouce, j'étudiais jusqu'à minuit, je dormais 5 heures, et je recommençais. Les week-ends étaient réservés pour rattraper mes devoirs en retard, et prendre des heures supplémentaires au travail quand je le pouvais. Pendant ma 2e année, j'ai commencé à travailler en freelance à côté, conception de sites web, gestion de bases de données, tout ce que je pouvais faire à distance, avec des horaires flexibles. Ce n'était pas grand-chose au début, juste assez pour couvrir les courses et l'essence. Mais j'ai beaucoup appris, et je me suis constitué un portefeuille de clients, qui valorisait réellement mon travail. J'ai appris le SQL, le Python, et l'optimisation des bases de données par moi-même, grâce à des ressources gratuites en ligne, et des livres de bibliothèque. J'ai passé d'innombrables nuits à suivre des tutoriels, et à créer des projets d'entraînement. Mon premier client en freelance fut un petit cabinet médical, qui avait besoin de réorganiser sa base de données de patients. Je leur ai facturé 800 € pour un travail qui m'a pris environ 20 heures. Ils étaient ravis des résultats, et m'ont recommandé à 3 autres cabinets. Dès ma 3e année, je gagnais presque autant avec mon activité en freelance, qu'avec mon emploi régulier. De plus, le travail en freelance était bien plus intéressant, et m'apprenait de véritables compétences recherchées sur le marché, au lieu d'une simple saisie de données abrutissantes. J'ai commencé à sérieusement réfléchir à ce qu'il faudrait pour faire cela à temps plein, après l'obtention de mon diplôme. Pendant ce temps, Logan a commencé l'université dans une école privée UP, qui coûtait 3 fois plus cher que mon école publique. Mon père était si fier. Il publiait des photos partout sur Facebook, Logan sur le campus, Logan à la journée d'intégration, Logan dans son dortoir, la totale de l'attitude embarrassante du parent modèle. Je n'étais même pas mentionné dans les nouvelles de la famille. C'était comme si je n'existais pas. Les rares fois où j'ai parlé à mes parents pendant l'université, les conversations suivaient le même schéma. Mon père me demandait comment allaient les cours. Je répondais, bien. Il grognait avec un désintérêt évident, puis se lançait dans un monologue de 20 minutes, sur la réussite de Logan, et sur toutes les incroyables opportunités qu'il poursuivait. Peu importe que je m'épuise à la tâche tout en gardant de bonnes notes. Le fait que Logan suive un cursus complet de cours à option facile, était apparemment plus impressionnant que mes cours d'ingénierie, combinés à un emploi à temps plein. Logan a tenu exactement 1 an, avant de se faire renvoyer pour fraude académique. Il s'avère que son charisme naturel ne s'étendait pas à la réalisation de son propre travail. Il payait d'autres étudiants pour rédiger ses dissertations, et s'est fait prendre lorsqu'il en a soumis une, qui comportait encore le nom de quelqu'un d'autre dans les propriétés du fichier. 40 000 € jetés par les fenêtres, pour une année de plagiat et de notes catastrophiques. La réaction de mon père ? Il faut bien que jeunesse se passe. Tout le monde fait des erreurs. Selon lui, Logan avait juste besoin de trouver sa véritable voie. Il a présenté la chose comme si Logan était une sorte de génie incompris, qui n'avait tout simplement pas encore trouvé sa vocation. Zéro remise en question face au fait que Logan avait triché, menti, et gaspillé assez d'argent pour s'acheter une voiture neuve. Logan est retourné vivre à la maison, et a commencé ce que mon père appelait sa phase entrepreneuriale. En réalité, ce fut une série de projets commerciaux ratés, financés par mon père, pendant que Logan fournissait un minimum de travail réel. D'abord, ce fut une ligne de vêtements. Mon père lui a donné 15 000 € pour démarrer.
Logan a conçu exactement 3 t-shirts, en a vendu peut-être une vingtaine à des amis et à la famille, puis a perdu tout intérêt, lorsqu'il a réalisé que diriger une entreprise exigeait des efforts constants. La ligne de vêtements était censée être du streetwear, ciblant les étudiants. Logan avait fait un tas de grands plans, sur des partenariats avec des influenceurs, et des ventes dans des boutiques. Il a dépensé la majeure partie de l'argent dans une séance photo professionnelle pour ses 3 modèles, a payé un consultant en images de marqueur de prix, dont il n'a pas suivi les conseils, et a dilapidé le reste dans un stock d'échantillons, qui est resté dans des cartons dans le garage de mes parents pendant des années. Quand l'entreprise a inévitablement fait faillite, mon père a blâmé la saturation du marché et le mauvais timing, au lieu du manque total d'efforts de Logan. Ensuite, ce fut une entreprise de gestion des réseaux sociaux. Mon père lui a acheté un nouvel ordinateur portable, a payé des formations en ligne, et l'a même aidé à créer une société à responsabilité limitée, SARL. Logan a créé un compte Instagram pour l'entreprise, a publié 2 fois, puis l'a oublié. La société a été dissoute après un an d'inactivité. Ce projet était encore plus pathétique, car Logan avait en fait décroché 2 contrats avec de petites entreprises, grâce aux relations de la famille, un ami de mon père qui possédait un restaurant local, et le cousin de ma mère qui tenait une boutique. Tous 2 étaient prêts à payer Logan pour gérer leurs réseaux sociaux. Logan a dû poster pour eux 3 fois en tout, puis a cessé de répondre à leurs messages. Mon père a dû s'excuser auprès d'eux 2, et leur a rendu leurs acomptes. L'excuse de Logan était que la gestion des réseaux sociaux était trop restrictive pour sa vision créative. Ensuite, ce fut un food truck. Pour celui-là, mon père a vraiment investi. Il a lâché 30 000 € pour un camion d'occasion et de l'équipement. Logan allait vendre des sandwichs au fromage fondu gourmet. Il a fonctionné pendant exactement 2 semaines, avant de décider que c'était trop de travail de se lever tôt, et de gérer les permis et les normes d'hygiène alimentaire. Le camion est resté garé dans l'allée de mes parents pendant 1 an, avant qu'ils ne le revendent à perte. La phase du food truck a d'ailleurs coïncidé avec la création de mon entreprise, ce qui a rendu le contraste encore plus flagrant. Logan se réveillait à 11 h, préparait quelques sandwichs vers midi, garait le camion au même endroit au centre-ville pendant quelques heures, puis rentrait chez lui à 15 h. Il se plaignait constamment de la difficulté du travail, et des exigences des clients. Pendant ce temps, je faisais des journées de 14 heures, pour développer ma clientèle et créer des systèmes pour faire évoluer mon entreprise. Mais selon mon père, nous étions tous les 2 des entrepreneurs, travaillant dur pour faire de nos rêves une réalité. Après l'échec du food truck, Logan a annoncé qu'il allait devenir des traders en bourse à court terme. Mon père lui a donné 10 000 € à investir. Logan a suivi un seul cours en ligne, a acheté l'accès à une plateforme de trading, et a réussi à perdre 8 000 € en 3 mois, en faisant des transactions d'une stupidité affligeante. Il suivait des conseils aléatoires sur des forums Reddit et des vidéos YouTube, prenait des décisions impulsives basées uniquement sur son instinct, puis faisait l'étonner lorsqu'il perdait de l'argent. Les 2 000 € restants, il les a retirés et dépensés en vêtements et en sorties au restaurant. Chaque échec était accueilli par des encouragements et davantage d'argent. Logan n'était pas un raté en série, incapable d'aller jusqu'au bout des choses. Non, il était un entrepreneur passionné, qui explorait différentes voies jusqu'à trouver la bonne. Mon père continuait de répéter, à quiconque voulait l'entendre, que Logan avait l'esprit d'un véritable homme d'affaires, et qu'il avait juste besoin de trouver sa niche. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, et j'ai décroché un emploi d'administrateur de base de données, pour une entreprise de logistique, en gagnant bien ma vie. En l'espace de 3 ans, j'ai gravi les échelons pour devenir analyste senior. J'étais doué dans ce que je faisais, et je gagnais enfin assez pour vivre confortablement, tout en remboursant agressivement mes prêts étudiants. Mais j'avais de plus grands projets. J'avais continué à travailler en freelance tout ce temps, construisant des relations avec mes clients, et apprenant ce dont les entreprises avaient réellement besoin. J'ai repéré un vide sur le marché, pour les entreprises de taille moyenne qui avaient besoin d'optimisation et d'automatisation de bases de données, mais qui ne pouvaient pas s'offrir les grands cabinets de conseil. À 27 ans, j'ai quitté mon emploi, et j'ai fondé ma propre société de conseil. J'ai utilisé mes économies pour me maintenir à flot pendant 6 mois, le temps de me constituer une clientèle. C'était incroyablement risqué. J'ai passé des nuits blanches à me demander si je n'avais pas fait une erreur monumentale. Mais je me suis démené, j'ai travaillé dur, j'ai fourni un travail exceptionnel, et j'ai laissé mes résultats parler pour eux-mêmes. Ces 6 premiers mois ont été terrifiants.
Je me réveillais à 3 heures du matin, paniqué à l'idée de ne pas pouvoir payer le loyer, me demandant si je ne devais pas simplement abandonner, et trouver un autre emploi régulier. Chaque jour où je ne signais pas de nouveaux clients, me semblait être la confirmation que, peut-être, mon père avait raison depuis le début. Mais j'ai tenu bon. J'ai démarché des entreprises par téléphone. J'ai assisté à tous les événements de réseautage que je pouvais trouver. J'ai sous-facturé mes premiers projets, juste pour me bâtir une réputation. Mon premier gros client a été une entreprise de logistique régionale, qui luttait avec sa base de données de gestion d'entrepôt. Leur système était un véritable chaos, des entrées redondantes, des informations obsolètes, et zéro automatisation. J'ai passé 2 mois à reconstruire entièrement la structure de leur base de données, à automatiser les tâches de routine, et à former leur personnel. J'ai réduit leur temps de traitement de 40%, et diminué les erreurs dans des proportions encore plus grandes. Ils ont été tellement impressionnés, qu'ils m'ont recommandé à 4 autres entreprises de leur secteur. La première année, j'ai réalisé 70 000 € de chiffre d'affaires, et je me suis versé environ 40 000 € après déduction des frais. À peine plus que mon ancien salaire, mais j'étais mon propre patron. La deuxième année, j'ai atteint 150 000 €, et j'ai embauché mon premier employé. Un jeune diplômé nommé Alex, qui me rappelait moi-même à cet âge, travailleur, avide d'apprendre, et prêt à ne pas compter ses heures. La troisième année, j'ai franchi la barre des 300 000 €, et j'ai embauché 2 personnes supplémentaires. À la 5e année, je dirigeais une équipe de 12 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 2 millions €. La croissance n'a pas été linéaire, ni facile. J'ai connu de nombreux revers en cours de route. J'ai perdu un client majeur la 3e année, lorsqu'ils ont été rachetés, la nouvelle société mère utilisant ses propres systèmes. J'ai eu un employé qui a volé des données clients, pour tenter de lancer une entreprise concurrente la 4e année. J'ai dû faire face à des problèmes de trésorerie à plusieurs reprises, lorsque des clients payaient en retard alors que je devais payer les salaires. Mais j'ai trouvé une solution à chaque fois. J'ai trouvé de nouveaux clients pour remplacer ceux que j'avais perdus. J'ai mis en place de meilleurs protocoles de sécurité après le vol de données. J'ai ouvert une ligne de crédit pour gérer les écarts de trésorerie. Chaque problème a rendu l'entreprise plus forte, et m'a appris quelque chose de précieux sur la direction d'une société. J'avais 32 ans, je dirigeais une entreprise florissante, que j'avais bâtie de zéro, avec absolument aucune aide de ma famille. En fait, moins que zéro aide. Je l'avais construite alors même que ma famille me disait activement que j'allais échouer. Et vous savez quoi? Cela rendait la victoire encore plus savoureuse. À ce stade, j'avais emménagé dans un bel appartement, dans un bon quartier de la ville. Je conduisais une voiture récente et fiable, que j'avais payée comptant. J'avais un compte retraite bien garni, et je vivais confortablement sans aucune dette, à l'exception de l'hypothèque sur une petite propriété locative que j'avais achetée comme investissement. Tout ce que mon père disait que je n'atteindrais jamais, je l'avais atteint. Tout ce qu'il disait que je ne pouvais pas faire, je l'avais fait. Mon père savait vaguement que j'avais ma propre entreprise. Je l'avais mentionné 1 ou 2 fois, lors des appels téléphoniques obligatoires pendant les fêtes. Sa réaction était toujours la même, un grognement dédaigneux, et un changement de sujet. Il n'a jamais posé de questions, n'a jamais montré d'intérêt, ne l'a jamais reconnu comme une véritable réussite. Dans son esprit, je dirigeais probablement une minuscule opération depuis mon appartement, en joignant à peine les 2 bouts. Pendant ce temps, Logan était passé à sa nouvelle aventure, un podcast, car apparemment, tout le monde et son chien ont besoin d'un podcast de nos jours. Mon père lui a acheté tout l'équipement, a payé l'hébergement, et a même engagé quelqu'un pour apprendre à Logan à faire du montage audio. Logan a enregistré 6 épisodes en tout, sur une période de 4 mois. Il a obtenu peut-être une centaine de téléchargements au total, puis a abandonné, lorsqu'il a réalisé que construire une audience nécessitait de la régularité, et un contenu qui valait vraiment la peine d'être écouté. Je n'avais pas vu ma famille en personne depuis près de 4 ans. Nous faisions les appels téléphoniques obligatoires lors des grandes fêtes, où les conversations restaient superficielles et inconfortables. Mon père demandait comment allait le travail. Je répondais, bien. Il grognait, puis passait 20 minutes à me raconter la dernière idée de génie de Logan. J'écoutais, je ne disais rien, et je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse raccrocher. Au dernier Thanksgiving, j'étais en fait reconnaissant d'avoir fait une intoxication alimentaire, car cela m'a donné une excuse légitime pour sauter le repas de famille. Voilà à quel point j'appréhendais de les voir.
Je préférais passer les fêtes à vomir, plutôt que de m'asseoir à une table avec des gens qui avaient si peu d'estime pour moi. Il y a 3 mois, tout a basculé. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner les chiffres trimestriels, quand mon assistante m'a informé que j'avais un visiteur, qui prétendait être mon père. J'ai vraiment cru qu'elle plaisantait au début. Le fait que mon père se présente à l'improviste à mon bureau n'avait absolument aucun sens. Mais il était bien là, dans le hall, l'air plus vieux que dans mes souvenirs, portant un pantalon de ville et une chemise boutonnée, comme s'il se rendait à un entretien d'embauche. Il a semblé surpris lorsque mon assistante l'a conduit à travers l'espace de travail principal, où mon équipe était occupée à ses postes. Je pouvais le voir regarder autour de lui, observant les bureaux, l'équipement, les employés. Nous sommes entrés dans mon bureau privé. Je ne lui ai pas offert de siège, ni échangé de politesse. Je suis juste resté là, attendant qu'il m'explique la raison de sa présence. Le silence s'est étiré de manière inconfortable, jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse finalement la gorge, et dise qu'il voulait me parler d'une opportunité. Une opportunité, vraiment? Il a commencé par faire la conversation, en me demandant comment marchaient les affaires. Je lui ai donné des réponses monosyllabiques. Bien. Très bien. Occupé. Il a fait un commentaire sur la beauté des bureaux. A dit qu'il semblait que les choses allaient bien pour moi. Je n'ai pas répondu, attendant juste qu'il en vienne à la véritable raison de sa venue. Il s'est avéré que la dernière entreprise de Logan s'était écrasée et avait brûlé de manière spectaculaire. Il avait convaincu mon père de se porter garant pour un prêt de 45 000 €, afin de lancer une activité de dropshipping. Vous savez, ce truc qui était déjà saturé et qui s'apparentait presque à une arnaque, au moment où Logan a décidé de s'y lancer. Il avait dépensé l'argent dans des stocks qui ne se sont jamais vendus, dans des publicités qui n'ont jamais converti, et dans une formation dispensée par un prétendu gourou, qui promettait de l'argent facile. Mon père a expliqué tout cela comme s'il s'agissait d'un accident tragique, indépendant de la volonté de quiconque. Le marché était trop compétitif. Logan avait reçu de mauvais conseils de son mentor. Le timing n'était pas le bon. Les fournisseurs n'étaient pas fiables. Il enchaînait les excuses pour justifier cet échec. Sans jamais mentionner une seule fois que Logan n'avait pas de business plan, pas d'étude de marché, et aucune éthique de travail. L'entreprise a mis la clé sous la porte en 8 mois. Logan n'a pas pu rembourser le prêt. Maintenant, mon père se retrouvait avec une dette de 45 000 €, plus les intérêts, qu'il ne pouvait pas payer. Il avait déjà refinancé sa maison une fois, pour couvrir de précédents investissements dans les projets ratés de Logan. Il ne pouvait pas recommencer. Mon père était assis dans mon bureau, et me racontait toute cette histoire larmoyante, sur les efforts considérables de Logan, sur la compétitivité du marché, sur le découragement et les difficultés de Logan, et sur le fait qu'ils avaient besoin d'aide pour se remettre sur pied. Puis est venue la véritable raison de sa visite. Il voulait que je donne un emploi à Logan dans mon entreprise. Et pas n'importe quel emploi, un poste de direction. Parce que Logan avait tellement d'expérience dans les affaires, après avoir dirigé ses différentes entreprises, et qu'il pourrait vraiment contribuer à la croissance de ma société. J'ai littéralement éclaté de rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace était à couper le souffle. Vous plaisantez, ai-je dit. Il avait l'air sincèrement confus. Pourquoi je plaisanterais? Logan a de l'expérience dans la gestion d'entreprise. Il comprend l'entrepreneuriat. Il pourrait être un véritable atout pour ton équipe. Logan a de l'expérience dans l'échec d'entreprise, les jeux corrigés. Ce n'est pas la même chose. Le visage de mon père s'est assombri. Il a appris de ses expériences. Cela le rend précieux. Il sait ce qu'il ne faut pas faire. Moi aussi, ai-je répondu. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens qui abandonnent quand les choses deviennent difficiles. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens qui n'ont jamais mené à bien le moindre projet. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens, juste parce qu'ils font partie de ma famille. Il a essayé une approche différente. Il a parlé du fait que les entreprises familiales sont plus fortes, grâce à la confiance et à la loyauté qui en découlent. Du fait que Logan s'engagerait pour la réussite de l'entreprise, parce que ce serait la réussite de la famille. De la façon dont cela pourrait être une opportunité pour nous, de reconstruire notre relation, tout en aidant Logan à se remettre sur pied. Tout son argumentaire était clairement répété. Il s'était probablement entraîné pendant le trajet en voiture, mais il était plein de failles. Quelle confiance?
Quelle loyauté! Nous n'avions aucune relation familiale à reconstruire, car nous n'en avions jamais eu de vrai pour commencer. Mon père a eu l'air offensé. Il a dit que la famille devait aider la famille. Que j'avais des ressources maintenant, et que Logan avait besoin d'une opportunité, que c'était la bonne chose à faire. Il a réellement utilisé ces mots, la bonne chose à faire. Comme si donner à Logan un poste de direction pour lequel il n'était pas qualifié, dans une entreprise qu'il n'avait en rien aidé à construire, était une sorte d'obligation morale. J'ai demandé à mon père s'il se souvenait m'avoir dit que j'échouerais dans tout ce que j'entreprendrais. S'il se souvenait d'avoir affirmé que je n'avais pas l'étoffe nécessaire. S'il se souvenait de m'avoir forcé à céder mon entreprise d'entretien de pelouse à Logan, parce que Logan était le leader né. S'il se souvenait des 40 000 € qu'il avait économisés pour les études de Logan, pendant que moi, je contractais des prêts. S'il se souvenait de toutes ces années, passées à me répéter que j'étais le fils de moindre valeur, qui n'arriverait jamais à rien. Son visage est devenu rouge. Il a répondu que c'était du passé, et que je devais arrêter de vivre avec ça. Qu'il avait toujours soutenu ses deux fils de manière égale, et que j'étais mesquin et vindicatif de ramener de vieux griefs sur la table. Le simple fait de réécrire l'histoire était stupéfiant. Dans son esprit, il avait été le père de l'année pour nous deux. Je lui ai dit non, tout simplement. Non, je ne donnerai pas de travail à Logan. Non, je ne les sortirai pas de ce pétrin. Non, je ne fournirai absolument aucune aide. Mon entreprise avait été bâtie sur mon propre mérite, avec mes propres efforts, et ce, malgré tout ce que ma famille avait fait pour me décourager. Logan n'était pas qualifié pour travailler ici. Et même s'il l'était, je ne l'embaucherais pas. L'attitude entière de mon père a changé. Le masque amical est tombé. Il m'a traité d'égoïste et de monstre sans cœur. Il a dit que Logan était mon frère, et que la famille doit rester unie. Que je leur étais redevable, après tout ce qu'ils avaient fait pour moi pendant mon enfance. Il a vraiment osé dire que je leur étais redevable. De quoi? De m'avoir dit que j'allais échouer? D'avoir favorisé mon frère de toutes les manières possibles? De m'avoir fait me sentir inutile durant toute mon enfance? Je lui ai demandé de partir. Il a refusé. Il a commencé à élever la voix, criant que j'avais tourné le dos à ma famille, que le succès m'avait rendu arrogant, et que j'allais le regretter. J'ai appelé la sécurité. Regardez deux agents escorter mon propre père hors de mon immeuble, pendant qu'il hurlait à quel point j'étais un fils ingrat, a peut-être été le moment le plus surréaliste de ma vie. Il m'a appelé 17 fois ce jour-là. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à mon immeuble ce soir-là. Le portier l'a refoulé. Il a envoyé des emails. Je les ai envoyés dans les spams. Il a essayé de me joindre via LinkedIn, de tous les endroits possibles. Je l'ai bloqué là aussi. Puis, Logan s'y est mis. Des messages textes expliquant à quel point il avait vraiment besoin de cette opportunité. À quel point il avait changé et grandi. Qu'il travaillerait dur et ferait ses preuves, si seulement je lui donnais une chance. Qu'il savait que nous avions eu nos différends en grandissant, mais que nous étions des adultes maintenant, et que nous pouvions passer à autre chose. Chaque message était clairement conçu pour appuyer sur des boutons émotionnels. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas un seul. Qui avait-il à dire? Aucune manipulation, aussi soigneusement formulée soit-elle, n'allait changer le fait que Logan avait reçu tous les avantages sur un plateau, tandis que je n'avais eu droit qu'à des critiques et des obstacles. Et malgré cela, il avait réussi à échouer dans tout, alors que j'avais réussi. Ma mère a commencé à appeler en pleurant, disant que je déchirais la famille. Comment pouvais-je être aussi sans cœur envers mon propre frère, qui était en difficulté? Est-ce que je ne me souciais pas de la famille? Je lui ai rappelé qu'elle était restée silencieuse pendant que mon père me traitait comme une moins que rien pendant 18 ans, et qu'il finançait le moindre caprice de Logan, pendant que je cumulais les emplois. Elle m'a raccroché au nez. Le harcèlement a continué pendant 2 semaines. Des numéros de téléphone différents, des emails provenant de comptes que je n'avais pas encore bloqués, et même une lettre manuscrite livrée à mon bureau. Toutes des variantes du même thème. Logan avait besoin d'aide. J'avais le pouvoir de l'aider. La famille est de la famille. J'étais égoïste. Je leur étais redevable, et ainsi de suite. J'ai finalement répondu avec un seul email, envoyé à eux trois. Je suis resté court et clair. Je n'avais aucun intérêt à renouer une relation avec des personnes qui avaient passé des décennies à me faire me sentir inutile.
Les échecs de Logan n'étaient pas ma responsabilité. Leurs problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité. Je leur souhaitais le meilleur, mais je ne voulais plus aucun contact. Toute tentative supplémentaire de me joindre serait considérée comme du harcèlement, et traitée en conséquence. L'email a semblé fonctionner. Les messages se sont arrêtés. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin compris, et qu'ils allaient me laisser tranquille. J'aurais dû m'en douter. 2 mois plus tard, Logan s'est présenté à mon bureau. Il est entré comme dans un moulin, pendant les heures de travail. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussé, et a fait irruption dans mon bureau, alors que j'étais en pleine réunion avec un client. Il a commencé à faire toute une scène, disant qu'il devait me parler, que c'était urgent, que je ne pouvais pas simplement ignorer ma famille. Je me suis excusé auprès de mon client, j'ai raccompagné Logan jusqu'au hall, et je lui ai dit, en des termes très clairs, que s'il remettait un jour les pieds dans mon bureau, je le ferais arrêter pour intrusion. Il a essayé de m'attraper le bras, et a commencé à pleurer, disant qu'il était désespéré, qu'il n'avait nulle part d'autre où aller. J'ai de nouveau appelé la sécurité. Pendant qu'il l'escortait vers la sortie, il hurlait que j'allais le regretter, que le karma me rattraperait, et que je finirais seul et misérable. C'est plutôt culotté, venant d'un homme de 30 ans qui avait échoué dans tout ce qu'il avait entrepris, et qui suppliait maintenant son frère de lui donner un emploi, dans une entreprise qu'il n'avait tant rien aidé à bâtir. Cet après-midi-là, j'ai envoyé une lettre formelle de mise en demeure. Mon avocat l'a rédigée, et a rendu les choses limpides, tout contact supplémentaire de la part d'un membre de la famille entraînerait des poursuites judiciaires. La lettre décrivait chaque incident et tentative de contact, les qualifiait de harcèlement continu, et leur donnait l'ordre explicite d'arrêter. Cela a finalement marché. Silence radio pendant 3 semaines. J'ai commencé à me détendre, pensant qu'ils avaient peut-être enfin reçu le message. Puis, j'ai reçu un appel de mon avocat. Mon père avait engagé un avocat, et menaçait de me poursuivre en justice. Le motif ? Des absurdités selon lesquelles j'aurais volé des opportunités commerciales qui revenaient de droit à Logan, parce que j'aurais utilisé des compétences acquises en travaillant dans l'entreprise familiale. Sauf que nous n'avons jamais eu d'entreprise familiale. Toute cette histoire était complètement inventée. Mon avocat était presque amusé. Il m'a dit que c'était l'une des plaintes les plus infondées qu'il ait jamais vues, et que nous pourrions facilement la faire rejeter. Mais le but n'était pas de gagner un procès. Le but était de me harceler, de me faire perdre du temps et de l'argent, et d'essayer de me forcer à reprendre contact avec eux. Nous avons déposé une requête en rejet, et une demande reconventionnelle pour dépôt de plainte abusive et harcèlement continu. Mon avocat était convaincu que nous gagnerions sur les 2 tableaux. Il avait raison. Le juge a rejeté leur plainte en 3 semaines, et a statué en notre faveur sur la demande reconventionnelle, les condamnant à payer mes frais de justice, ainsi que des dommages et intérêts supplémentaires pour harcèlement. Le montant n'était pas énorme, loin de là, mais il envoyait un message clair. Continuez à me chercher des noises, et cela vous coûtera plus que de la simple fierté. Mon avocat leur a envoyé le jugement, accompagné d'une note précisant que tout contact futur entraînerait des poursuites judiciaires immédiates, avec pénalité. C'était il y a 2 mois. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis. Pas d'appel, pas de mail, pas de visite surprise. Juste un silence béni. Une part de moi se demande s'ils ont enfin accepté que j'en ai fini avec eux. Que les ponts ne sont pas juste coupés, mais qu'ils ont été dynamités au napalm, et que les cendres ont été dispersées. Qu'aucune tentative de culpabilisation, aucune manipulation, ni aucune menace juridique ne me fera changer d'avis. Mais je connais ma famille. Ils sont probablement en train de se regrouper, d'essayer de trouver un nouvel angle d'attaque. Peut-être qu'ils essaieront de me joindre par l'intermédiaire de la famille élargie. Peut-être qu'ils essaieront de se présenter à un événement professionnel. Peut-être qu'ils trouveront une autre façon créative de s'immiscer à nouveau dans ma vie. Cela n'a pas d'importance. Je suis prêt maintenant. J'ai des avocats à ma disposition. J'ai des preuves de tout. J'ai des limites faites d'acier renforcé. En grandissant, ils m'ont appris que je ne valais rien, et que je ne réussirais jamais. Ils avaient tort sur ce point. Ils m'ont appris que la famille passe toujours en premier, quoi qu'il arrive. Ils avaient tort là-dessus aussi. Mais la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Ça, je l'ai définitivement fait. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre sa vie, et de ne pas les laisser en faire partie.
Mon père a passé toute mon enfance à me dire que j'échouerais. Il a tout investi sur Logan, parce que Logan avait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, Logan vit chez ses parents à 30 ans, avec une série d'entreprises ratées et des prêts non remboursés, tandis que je dirige une entreprise florissante que j'ai bâtie de zéro. Et ils veulent que je répare leurs erreurs. Que je donne à Logan les opportunités que j'ai dû créer moi-même. Que j'oublie des décennies passées à être traité comme un moins que rien. Que je fasse semblant que rien de tout cela n'a d'importance, parce que c'est la famille. Voici ce que je veux que les gens comprennent, face à ce genre de situation. Couper les ponts avec une famille toxique n'est pas cruel. Ce n'est pas un manque de cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous faites à la légère, ou par simple mesquinerie. C'est un acte de préservation de soi, lorsque l'on a affaire à des personnes qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne vous accordent aucune valeur, ne vous respectent pas, et ne feront que profiter de vous. Mon père a eu 32 ans pour être un bon père pour moi. 32 ans pour faire preuve d'un minimum d'équité et de respect. 32 ans pour reconnaître mes efforts et mes accomplissements. Il a choisi de passer ces années à me rabaisser, tout en encensant Logan. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Logan a eu 30 ans pour être un frère décent. Pour, peut-être, prendre ma défense de temps en temps, lorsque le favoritisme devenait vraiment insupportable. Pour me traiter comme une personne, au lieu du petit frère inférieur. Il a choisi de profiter de chaque avantage qu'il a reçu, pendant que je n'avais rien. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Ma mère a eu 32 ans pour être une mère pour ses 2 fils, au lieu de simplement cautionner le favoritisme de mon père. Elle a choisi la complicité silencieuse. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Ils ont fait leur choix en fonction de ce qui les avantageait sur le moment. Je fais les miens en fonction de ce qui est sain pour mon avenir. Et mon avenir n'inclut pas de personnes qui me voient comme un compte bancaire à piller, ou comme une ressource à exploiter, lorsque leur enfant prodige finit inévitablement par échouer.